Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 17e Rendez-vous du Futur, cette 17e émission de télévision interactive, en direct et en public, ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Alors très heureux également parce que nous poursuivons notre exploration du futur, avec nos invités bien sûr. Cette fois-ci c'est Patrick Vivray qui s'y colle à cette exploration, mais c'est également une exploration que nous faisons avec vous. Vous en avez pris l'habitude, vous pouvez poser des questions, interagir, commenter, dialoguer, intervenir à tout moment dans l'émission, sur le chat et sur Twitter, sur le hashtag RDVF. L'idée ce soir, c'est que le hashtag hack l'émission, et notamment avec nos amis de Naotex, nos amis de Sun Sun Sun, on va y arriver, c'est sûr. Merci à nos partenaires qui rendent tout cela possible, le Cube, JD Carré, Triple C, un air de chat. Merci à nos amis modérateurs du live tweet, Aurélie, Gaïané, Clio, Nicolas, Fabien, merci à vous. Et merci à vous, derrière votre écran, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ce soir, je serai accompagné d'Anne-Sophie Novelle, économiste, journaliste, fondatrice du site collaboratif écoloinfo.com et co-auteur du livre Vive la co-révolution, un livre que je vous recommande d'ailleurs chaudement, un livre qui nous rappelle à nouveau que le futur est déjà en marche, que le futur c'est déjà le présent et que nous sommes les artisans de ce changement. Et cela, finalement, depuis pas mal de temps. Alors, après Joël de Ronet, notre parrain, Jacques Attali, Claudia Ignoret, Bernard Werber, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Axel Kahn, Étienne Klein, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau une vigie de notre époque, un témoin de notre civilisation, Patrick Vivray. Patrick Vivray, bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous présenter en quelques mots. Alors Patrick Vivray, vous êtes une personnalité inclassable, une personnalité comme on les aime particulièrement ici, de celles qui ne rentrent pas vraiment dans les cases, de celles qui bouleversent un peu les tableaux Excel vraiment prédéfinis. Philosophe, CAPES de philosophie en tout cas, doctorat de sciences politiques en poche. Vous êtes connu pour votre implication citoyenne dès 68. Vous avez été rédacteur en chef des revues Faire et Intervention, chargé par Michel Rocard d'une mission sur l'évaluation des politiques publiques en France. C'était une première, me semble-t-il, à l'époque. Conseiller référendaire à la Cour des comptes, rédacteur en chef de la revue Transversale pendant quelques années. Je vais faire vite, je vais faire ça vite parce qu'il y aurait beaucoup de choses. Très actif dans des mouvements comme le premier forum social de Porto Alegre, initiateur des dialogues en humanité, fondateur du projet SOL, ce système de monnaie complémentaire sur lequel on reviendra avec Anne-Sophie notamment tout à l'heure, collaborateur régulier du Monde diplomatique, de la revue Territoire. Bref, on vous retrouve finalement dans plein de cases, mais pas dans une seule. Dans plusieurs cases, donc philosophie, politique, économie, comptabilité, associative, développement durable, essayiste également. On vous sent passionné par le monde qui s'ouvre à nous, passionné par l'action citoyenne sous toutes ses formes, cette action qui permettra de réenchanter le monde, pour reprendre une de vos formules. Mais vous, comment vous caractérisez-vous ? Aidez-moi à vous caractériser, sans forcément rentrer dans une case. Vous êtes un passeur ? Oui, souvent je me définis comme passeur-cueilleur. Parce que justement, j'ai eu la chance d'être à la conjonction de plusieurs mondes qui souvent s'ignoraient. Par exemple, à l'époque de Transversale Sciences-Culture, c'était le rapport entre les différentes disciplines, sciences humaines, sciences du vivant, mais aussi entre sciences et culture, et puis le rapport avec les enjeux démocratiques. Et puis c'était aussi la passerelle entre des univers plus institutionnels, les deux missions que j'ai été conduit à mener, celle sur l'évaluation des politiques publiques et puis celle sous le gouvernement Jospin quand il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire avec Guy Asquette et qui m'avait demandé une mission sur les nouvelles approches de la richesse. Voilà, reconsidérer la richesse et à chaque fois j'étais intéressé à faire le lien avec les initiatives citoyennes du côté de la société civile, et y compris, j'étais amené à vérifier qu'on ne pouvait réussir, y compris sur le plan institutionnel, que si des initiatives citoyennes fortes les accompagnaient. Sur votre premier rapport sur l'étude, l'analyse des politiques publiques en France, donc c'était vraiment une première, comment on aborde à l'époque
dans le climat de l'époque, comment on aborde une mission aussi dense, qui n'avait jamais eu lieu? Oui, c'est-à-dire il existait quelques secteurs où il y avait une évaluation, mais c'était pas de l'évaluation de politique publique, et en tout cas ça n'avait pas une nature transversale. Il n'y avait pas de politique de l'évaluation. C'est assez amusant parce que sur un plan strictement institutionnel, à l'époque, je bénéficiais de circonstances plutôt favorables, parce que c'était une mission commandée par le Premier ministre, et qui fait exceptionnel à l'époque compte tenu des rapports qu'on savait difficiles entre Michel Rocard et François Mitterrand, qui était également appuyé par François Mitterrand. Mais il m'avait suffi de 15 jours pour voir que les conditions de l'enterrement de cette mission étaient réunies, parce que la double hostilité du ministère du Budget et des grands corps faisait que la voie était grande ouverte pour le placard. Et c'est grâce à une capacité de créativité citoyenne, notamment à l'époque on avait créé une association qui s'appelle l'Observatoire de la décision publique, qui existe encore, et c'est grâce à cette association qu'on a pu mettre en œuvre un débat public citoyen dans le pays pour poser l'évaluation comme un enjeu démocratique, alors que le plus souvent, elle était soit rabattue sur des logiques de contrôle, de management ou de simples mesures, en disant l'évaluation, c'est une fonction de la démocratie. Et du coup, on a créé un débat citoyen qui a fait que toutes les résistances ont été soit levées, soit contournées. Et il y a même eu ce paradoxe assez drôle que, comme un des pôles de résistance, c'était le cœur du système de contrôle et avec la Cour des comptes, de proposer une réforme du rapport public de la Cour des comptes pour sortir de la simple logique du contrôle. Et à ce moment-là, Michel Rocard m'a demandé d'aller à la Cour des comptes pour impulser ça, la logique d'évaluation et la réforme du rapport public au sein même de la Cour des comptes. Comment on réussit à rester un homme libre, indépendant, tout en travaillant pour le pouvoir, sachant que évidemment, vous êtes un humaniste, vous avez toujours cheminé autour du Parti socialiste, autour ou dans le Parti socialiste. Comment on arrive à garder une certaine indépendance ? Alors, juste une précision sur le dernier point, parce que j'ai été actif dans le Parti socialiste à l'époque où il était dans une logique autogestionnaire, c'était les années 70. Je l'ai quitté quand il était beaucoup plus dans une logique de pouvoir et de gestion du pouvoir assez classique, mais je garde des tas d'amis et j'ai des implications. À chaque fois que les socialistes font des choses qui me paraissent utiles, je suis prêt à travailler avec eux, mais pour les mêmes raisons. Je le fais avec des amis du Front de gauche, avec des amis d'Europe Écologie Les Verts, ou avec n'importe quel acteur, qui soit politique, économique ou social, qui est dans une logique contributrice et transformatrice. Mais sinon, comment reste-t-on un homme libre ? D'abord, en étant intérieurement libre. C'est-à-dire en ayant une posture de vie où on n'a pas peur. Parce que derrière toutes les formes de captation et de domination, on trouve de la peur. C'était Spinoza qui disait les deux émotions fondamentales, c'est la peur ou la joie. Et plus on est soi-même dans la joie de vivre, plus on a une liberté qui permet d'être indépendant du pouvoir, de l'argent, de la captation de sens ou de la captation de savoir, parce que l'académisme universitaire, c'est aussi une façon de perdre de sa liberté. Et les initiatives citoyennes sont une vraie richesse de ce point de vue-là, parce qu'on ne vous demande pas votre carte de visite, votre pédigré, et ce qui réunit les acteurs, c'est du désir et de la logique transformatrice. Alors je voudrais qu'on parle d'un thème, évidemment, que vous connaissez bien, non pas que vous soyez milliardaire, millionnaire, la richesse. Donc vous avez fait un rapport intitulé « Reconsidérer la richesse », et un livre en 2005, « Reconsidérer la richesse » également. C'est quoi la richesse ?
C'est vraiment une question qui me taraude, elle est très simple et pourtant très vaste. Il suffit que nous nous posions mutuellement la question, qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? Et à chaque fois, par exemple, à l'occasion d'une réunion publique, je propose cette question et les personnes, pendant quelques minutes, vont se retourner vers leurs voisins et commencer à répondre à cette question. Et puis après, on met soit sur un ordinateur, soit sur un paperboard le résultat de ces relations. Et à chaque fois, on se rend compte que l'argent va apparaître dans un peu moins de 5% des cas. Et inversement, s'il y a un groupe de la salle qui a travaillé non pas sur la question qu'est-ce qui compte, mais qu'est-ce que l'on compte, à ce moment-là, la superposition des deux informations est assez spectaculaire, parce que l'essentiel de ce qu'on compte n'est pas ce qui compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos sociétés sont aujourd'hui très largement dans l'impasse, parce que au lieu de faire retour sur ce qui compte, soit ce qui compte du point de vue de leurs environnements, de leur patrimoine culturel, écologique, soit de ce qui compte humainement, si elles ne regardent que ce qu'on voit dans les comptabilités monétaires, elles ont au mieux une vision réductrice et très souvent une vision parfaitement fausse, puisque vous avez quantité de nuisances qui vont apparaître positivement dans les comptabilités monétaires. Dès qu'elles génèrent des flux monétaires, on ne va pas se demander si leur origine c'est un accident, une catastrophe, une régression. Donc vous avez des nuisances qui vont apparaître positivement et vous avez quantité d'activités bénéfiques qui ne vont pas apparaître. C'est une des raisons pour lesquelles je propose de revenir au sens originel du mot bénéfice dans la comptabilité, parce que le mot bénéfice, à l'origine, ça ne veut pas dire du tout profit financier, ça veut dire bienfait. Voilà. Et donc se poser la question, et en termes de responsabilité sociale, aujourd'hui, c'est une question déterminante. Où sont les activités et les situations bénéfiques? Où sont les activités et les situations nuisibles? C'est ça la question fondamentale que nous avons besoin de nous poser. Et pour ça, il faut réinventer l'origine même de la comptabilité, qui est la comptabilité des bienfaits et des méfaits. Et justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que je sais que vous avez travaillé avec Jean Gadré, économiste, ainsi que Dominique Méda, ou le collectif FAIR, pour considérer les richesses. Qu'est-ce que vous avez défini comme nouveaux indicateurs de richesse, pour qu'on puisse cerner un petit peu ce qu'on peut définir à ce niveau-là? D'abord, c'est tous les indicateurs qui permettent de prendre en compte et la dimension écologique et la dimension humaine, qui sont très largement ignorés des indicateurs macroéconomiques dominants, et qui permettent aussi de repérer des seuils d'insoutenabilité. Parce que le problème, quand vous avez des moyennes, c'est que s'il y a un seuil d'insoutenabilité, par exemple parce qu'il y a une réserve qui est en train de disparaître, réserves fossiles comme le pétrole, ou parce que vous avez des atteintes qui peuvent être dramatiques et qui portent sur la vie humaine elle-même, si vous n'avez pas un repérage de ces seuils d'insoutenabilité, écologiques ou sociaux, vous pouvez aller dans le mur sans voir auparavant ces problèmes. Donc le Forum pour d'autres indicateurs de richesse qu'on a créé à l'occasion de la commission Stiglitz, parce que Jean Gadré participait à la commission Stiglitz, et il nous paraissait important de pouvoir utiliser le bon côté de la commission Stiglitz, parce que la commission Stiglitz venait confirmer les critiques que des travaux tels que ceux que j'avais pu mener, mais d'autres l'avaient fait auparavant. Je pense en particulier à René Passet, qui a été un précurseur sur toutes ces questions-là. Et la commission Stiglitz a repris un certain nombre de travaux qui avaient été faits et a officialisé, la pertinence de la critique, et deux, la nécessité de nouveaux indicateurs sur le plan écologique et social. Mais la limite de la commission Stiglitz, c'est que c'était une commission essentiellement d'économistes, d'hommes,
pratiquement pour l'essentiel, et avec une absence majeure d'acteurs de la société civile. Et tout le rôle du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, ça a été de dire, derrière la question des indicateurs, il y a des choix de société, donc c'est un débat démocratique, et on a organisé de façon significative des débats dans les 3 assemblées de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social, qui est depuis devenu également environnemental, pour bien montrer qu'il s'agissait là d'enjeux démocratiques et qu'on ne pouvait pas les traiter simplement dans un cénacle d'économistes et de statisticiens. Oui, parce que la commission Stiglitz avait été commanditée par le président Sarkozy. Maintenant qu'on a un gouvernement avec un ministère de l'ESS, est-ce que vous pensez qu'on sera plus enclin à reconsidérer justement ces indicateurs de richesse? Est-ce que vous avez déjà des contacts avec le ministre économie sociale et solidaire? Est-ce que vous pensez qu'on peut la logique voudrait, puisque par exemple à l'époque où je faisais cette mission sur une autre approche de la richesse, c'était un gouvernement de gauche. C'était un secrétariat d'État à l'époque à l'économie solidaire, et il paraît donc légitime que ces travaux soient repris, prolongés, pas simplement sur la question des indicateurs, parce que déjà dans mon rapport, j'avais dit c'est pas simplement un autre rapport à la richesse et à la façon de la nommer et de la compter, c'est aussi un autre rapport à la monnaie. Oui. Et la crise financière a montré à quel point nous avions besoin de revisiter notre rapport à la monnaie, et je crois effectivement qu'il serait utile que dans la situation actuelle, non seulement on reprenne ces questions, mais qu'on utilise la formidable énergie créative et citoyenne sur ces terrains-là. Par exemple, toutes les expériences de monnaie sociale, de monnaie locale, de monnaie citoyenne seraient un bon vecteur pour organiser cette synergie. On a prévu d'y revenir un petit peu plus tard justement sur ces monnaies locales complémentaires. Mais dans l'absolu, pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de reconsidérer la richesse, de changer en fait de regard, parce qu'on s'enferme toujours dans le débat sur la sacro-sainte croissance, le PIB, la compétitivité. À vos yeux, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, après autant de rapports qui ont été publiés sur le sujet, autant de travaux d'économistes, à avoir plus de reconnaissance sur de telles problématiques aujourd'hui? Il y a une conjonction de 2 grands facteurs. D'abord, il ne faut pas sous-estimer les facteurs d'intérêt strictement économique, parce qu'il y a une petite minorité de la population qui bénéficie de ces modes d'organisation de la richesse. Les inégalités se sont considérablement accrues au cours des 40 dernières années de ce que Robert Reich a appelé l'hypercapitalisme. Mais les 5%, voire les 1%, voire les 0,1%, puisque les inégalités sont devenues tellement fortes que maintenant, à l'intérieur des riches, on distingue les 1%, les 0,1% et les 0,01% des ultra-riches. Les 0,01% des ultra-riches, ils sont ultra-minoritaires, mais ils ont une capacité d'influence absolument démesurée. Hein. Donc, il faut bien voir quand vous arrivez en situation de pouvoir, s'il n'y a pas une très forte pression citoyenne, il vous arrive ce qui est arrivé à Obama première manière, formidable campagne, il oublie la pression citoyenne et il se retrouve avec un gouvernement Wall Street. Bon. Donc, et ce qu'on décrit sur Obama, on pourrait le décrire, hélas, sur notre gouvernement actuel. Où est le discours du Bourget de François Hollande à l'heure où la religion du choc de compétitivité semble être devenu le nouvel alpha et oméga de notre gouvernement. Donc ça, c'est la question des intérêts économiques. Et puis, il y a la difficulté qui est liée au blocage culturel, parce que moi, c'est ce que dans le livre là, que j'ai écrit sur la cause humaine, j'évoque à travers les processus de sidération. La sidération se produit quand même les victimes d'un système n'imaginent pas qu'on puisse faire autrement. C'est pour ça d'ailleurs que je dis
pour sortir des effets de sidération, il faut passer par le contraire de la sidération, qui est le désir. Parce que le mot désir, il est construit sur la désidération. Dès qu'on imagine un autre avenir possible, on a une énergie créative qui permet de libérer à la fois de la résistance créative et aussi de l'expérimentation. C'est ce que justement dans les états généraux de l'économie sociale et solidaire, puisque vous en parliez tout à l'heure, on a appelé le trépied du rêve. Le R de la résistance, mais d'une résistance créative, qui n'est pas une révolte désespérée, le V de la vision transformatrice, qui débloque l'imaginaire, et le E de l'expérimentation anticipatrice. Et on a besoin de cette énergie créative parce que les blocages culturels, y compris des acteurs qui sont victimes d'un système dominant, sont très importants. On est en plein au moment de l'élection américaine. Je voyais dans les États les plus pauvres des États-Unis des gens mais qui sont quasiment dans la misère et qui expliquaient pourquoi ils allaient voter Romney. Alors que si on raisonne rationnellement par rapport au programme de Romney, si jamais par malheur il l'appliquait, qui est un programme de régression sociale pire encore que celui mis en œuvre par George Bush, on dirait, mais rationnellement, il y a une opposition totale. Mais les systèmes de croyance, la part émotionnelle va jouer un rôle qui est tout à fait considérable. Et dans la représentation de la richesse, l'idée que, par exemple, la richesse, c'est de l'argent, l'idée que la croissance est une obligation absolue, font partie d'articles de foi. Et quand on est confronté à un système de croyance, on ne peut pas le traiter simplement par une critique rationnelle. Vous savez, c'était Paul Krugman, qui a un des prix Nobel hétérodoxes d'économie. Heureusement, on a eu la chance avec Stiglitz, Amartya Sen et Paul Krugman d'en avoir quelques-uns. Et il disait à propos de nos programmes d'austérité, il disait les programmes d'austérité actuels sont l'équivalent des sacrifices humains chez les Mayas. Et il pointait quelque chose de parfaitement juste. Seulement, quand un système de croyance est mis en cause par la réalité, dans un premier temps, parce qu'il remplit des fonctions émotionnelles extrêmement importantes, au lieu de dire « ça prouve bien qu'on avait tort de croire ça », par exemple, ça prouve bien qu'on avait tort de croire que les logiques de dérégulation de l'hypercapitalisme étaient les bonnes. Normalement, depuis 2008, on aurait dû comprendre. Mais de la même façon que les Mayas disaient « tant que le soleil n'est pas réapparu, c'est qu'on n'a pas suffisamment sacrifié de jeunes êtres humains », là, c'est « ah, mais les programmes d'austérité ne marchent pas, mais c'est parce qu'on n'a pas été encore assez loin dans l'austérité ». Et donc là, on est dans un phénomène de nature culturelle, quasiment religieuse, moi c'est ce que j'avais appelé dans mon rapport l'écoligion, et donc on ne peut traiter ces problèmes-là que quasiment avec les modalités du dialogue interreligieux. Si on approche ça sur un plan uniquement rationnel, on passe à côté d'une partie du problème. Dans ces conditions, je vois le rapport gallois qui a été publié hier. Anne-Sophie, on est limité par le temps, donc on parlera du rapport gallois, mais juste après. D'accord. Et ça tombe bien, parce que là, nous allons parler du futur. Je vous invite à une petite découverte du futur. Alexis Botaya est un journaliste, défricheur. C'est le rédacteur en chef de Sun Sun Sun. Il expérimente le futur au jour le jour, avec toujours une vision très positive. Et il vient nous rendre visite dans chaque émission pour un petit point de route, un petit point route du futur. Jingle. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Je te cède le micro. On y va. On lance la présentation. Alors je vous ai choisi 3 innovations ce soir, assez intéressantes avec le thème d'aujourd'hui. La première, on est plutôt dans des innovations sociales. Ce restaurant s'appelle Sal Kitchen. Il est situé dans le sud de Brooklyn. Alors je ne pourrais pas vous dire s'il est épargné par l'ouragan récent. En revanche, il a cette particularité extrêmement intéressante. Si vous y allez, vous pouvez sortir sans payer. C'est pas une œuvre caritative. Vous pouvez sortir sans payer parce que vous avez décidé que ça ne méritait pas de payer l'addition. Vous pouvez trouver que le plat est merveilleux et payer 3 fois ce que ça vaudrait réellement. Mais ça veut dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, du coup. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est surtout un mécanisme de business nouveau qui s'appuie sur la confiance. Alors, est-ce que c'est un mécanisme durable ? Ça, c'est une question intéressante. La deuxième innovation,
vous voyez ces enfants qui pénotent sur un téléphone portable. Espérons que demain, ce sera le geste qui sauvera l'humanité grâce à Sparkt. Sparkt est un site internet américain qui propose la chose suivante. Éloi, vous êtes dans le métro demain, vous êtes bloqué, un peu agacé, vous pianotez sur votre téléphone portable, mais vous avez 5 minutes de temps libre et vous avez une compétence particulière en communication par exemple. Et bien là, vous allez sur ce site et vous trouvez des tas de demandes d'ONG qui ont besoin de conseils pour un logo, pour un slogan ou pour une stratégie média. Et en 30 secondes, vous les conseillez. Et 30 secondes, vos 30 secondes, avec les 30 secondes de votre voisin, avec les 30 secondes d'une autre personne sur la planète qui s'est connectée à ce site également, ça fait un mécanisme de crowdsourcing qui peut aider des ONG à avancer dans leurs problématiques. Troisième innovation, Banco de Bosques, la forêt qu'on achète pour la protéger. Ça, c'est assez intéressant. C'est un peu le mécanisme de l'égoïsme marchand au service de l'écologie. C'est-à-dire que pour préserver cette forêt qui est en partie détruite par les bulldozers aujourd'hui, qui se situe en Argentine, une ONG a proposé à des citoyens partout dans le monde de l'acheter. On achète une petite parcelle. Et ça ne se limite pas à ça. C'est qu'une fois qu'on l'a acheté, on reçoit des nouvelles de cette parcelle régulièrement par Internet sur son mail et on peut suivre. Et là, ils sont en train d'installer un petit pieu qui symbolise l'appartenance de 7 hectares de forêt à quelqu'un qui l'a acheté dans le monde. Elle est épargnée des bulldozers. Est-ce que le système marchand sauvera la forêt amazonienne? C'est la question sur laquelle je vous laisse. C'est une question qu'on pourrait vous poser, Patrick Vivray. Les trois exemples que vous évoquez, ils illustrent bien la nécessité de ce qu'on évoquait à travers le trépied du rêve. Parce que voilà trois expérimentations qui ont leur intérêt propre, mais ces expérimentations, elles ont besoin de se relier aussi à la part de résistance, parce que si il n'y a pas la part de résistance contre l'insoutenable écologique, l'insoutenable de la sous-utilisation des énergies bénévoles, pour prendre les deux derniers exemples, l'expérimentation, elle reste hors sol, elle reste en l'air. Et on a besoin aussi qu'elle soit inscrite dans une vision transformatrice. Parce que le dernier exemple est intéressant. On est sur une ligne de crête. Ça peut s'inscrire dans une vision transformatrice dans laquelle les enjeux écologiques prennent une place tout à fait considérable, ou ça peut au contraire basculer du côté de la marchandisation du vivant et de la nature. Et à ce moment-là, l'expérimentation, elle ne va pas déboucher sur des perspectives positives. Et donc, ce lien entre les trois aspects, il est nécessaire. Et c'est pour les mêmes raisons que moi je dis aux amis qui sont, par exemple, altermondialistes, qui sont beaucoup dans la vision transformatrice, que si cette vision ne s'ancre pas dans l'expérimentation, la vision, elle finit par rester un horizon éternellement il ne faut pas que ça reste à l'état du tout. Ah oui, vous pouvez vous lever tous les matins en disant un autre monde est possible, mais si vous ne commencez pas à le réaliser effectivement, il vous manque cette énergie. C'est la même raison aussi pour laquelle c'est très important quand on est dans des conflits, dans des luttes qui sont légitimes, mais si la résistance n'est pas articulée sur la vision et l'expérimentation, il y a un moment où elle tourne vite à la révolte désespérée. En gros, pour avancer, pour changer le monde, la solution se trouve en nous, mais quel est le rôle du politique encore? Est-ce que le politique a encore un rôle? Alors, là aussi, il faut se poser la question de quelle politique avons-nous besoin, parce que on sent bien que nous avons besoin d'un retour du politique face à une domination qui n'est plus simplement celle de l'économie, mais qui est celle d'une finance, et d'une finance qui est totalement déréglée, parce que nous avons une économie casino qui n'a même pas les règles du casino. Parce qu'au moins dans les casinos, vous avez deux règles fondamentales, ce sont les plafonds de jeu et les interdits de jeu. On n'a même pas ces règles-là sur l'économie casino mondiale. Donc on a absolument besoin d'un retour, de l'économie réelle par rapport à l'économie spéculative. Il faut toujours rappeler que sur les transactions financières quotidiennes, la part des transactions qui correspondent à des biens et des services réels représente moins de 3% des transactions financières quotidiennes. C'est un chiffre qui est donné par Bernard Liétard, qui a été pendant longtemps un des responsables de la Banque centrale de Belgique. Donc oui, on a besoin
d'un retour de l'économie réelle face à l'économie spéculative et d'un retour du politique. Mais quelle politique doit faire retour? Parce que si, pour prendre l'exemple des années 30, qui nous pend au nez, si le politique qui fait retour est un politique autoritaire, despotique, xénophobe, voire totalitaire et guerrier, on ne sera pas plus avancé. Donc de la même façon que nous avons besoin de changer notre rapport à la richesse, nous avons besoin de changer notre rapport au pouvoir, parce que le politique qui doit faire retour, c'est un politique démocratique, et non despotique et autoritaire, mais qui est dans du pouvoir créateur. Parce que d'ailleurs, le mot même, le verbe pouvoir, devrait nous inciter à penser. Après tout, c'est un verbe auxiliaire qu'on écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc c'est un pouvoir de création, et à ce moment-là, il est démultiplié par la coopération. Mais si vous en faites un substantif que vous écrivez en majuscule et qui se suffit à lui-même, là, vous n'êtes plus dans de la création et de la coopération, vous êtes dans de la conquête, dans de la domination et la peur qui est associée à la domination. Donc le politique dont nous avons besoin, c'est un politique qui va venir s'appuyer sur toutes ces énergies créatives. Par exemple, vous avez un livre formidable de Bénédicte Magnier qui est dans le prolongement de ce que Anne-Sophie a écrit, qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles, et qui montre l'extraordinaire énergie créative dans le monde entier actuellement, y compris dans les situations de détresse les plus importantes. Le politique dont on a besoin, c'est un politique qui permet à cette énergie créative de la société civile de s'exprimer, et non pas qu'il la bloque. Les monnaies sociales, je crois qu'on va en parler, sont un exemple de cette énergie créative. La Banque Centrale Européenne vient de faire un rapport pour dire, au fond, tant que c'est marginal, on laisse faire, mais le jour où ça devient un peu important, on cogne. Bon. Voilà typiquement une attitude scandaleuse. Là, c'est pas le politique, c'est l'économique. Mais si le politique ne libère pas les énergies, il ne remplit pas son rôle de pouvoir créateur. Et justement, comment faire pour que le politique soit plus à l'écoute de cette énergie créatrice? Parce que moi, dans l'éco-révolution, mais je pense que Bénédicte Magnier également, on s'attache à décrire justement ces mouvements de consommation collaborative, de co-création entre ONG et entreprises, toutes les démarches de co-construction, la façon dont les organisations aujourd'hui s'inspirent aussi des logiques du web transversal tout simplement. Le partage aujourd'hui fait sa révolution numérique. Moi, j'ai envie de croire à cette société collaborative, mais est-ce que vous y croyez, vous? C'est un mouvement émergent et à la façon dont on peut aujourd'hui leur donner une autre ampleur. De toute façon, c'est une nécessité. C'est pas simplement de l'ordre du souhait, c'est une nécessité, parce qu'il faut bien voir que les logiques de captation, que ce soit de la captation de richesse, l'hypercapitalisme, de la captation de pouvoir, les modèles oligarchiques, a fortiori despotiques ou totalitaires, la captation de sens, ça s'appelle l'intégrisme ou le fondamentalisme. Toutes ces formes de captation sont en train de nous repréparer des logiques de guerre. Il ne faut pas croire du tout que la question de la guerre, elle est sortie du champ des sociétés humaines, y compris du champ européen. Parce que la rapidité avec laquelle, quand on a une économie qui devient folle, on a des sociétés qui peuvent devenir folles. Ce que Reich appelait la peste émotionnelle, elle est en route, forcément. Quand vous avez des gens qui sont condamnés à des situations de détresse, c'est très facile de leur faire croire que la cause, le bouc émissaire, plutôt qu'une espèce de système lointain pour eux, si on leur dit c'est l'immigré d'hier ou c'est l'immigré d'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus simple. Donc les régressions qui peuvent conduire à des logiques de guerre, elles sont aujourd'hui en route, et les deux valeurs cardinales sur lesquelles l'Europe s'est reconstruite, qui sont la démocratie et la paix, sont aujourd'hui menacées. La démocratie, elle est clairement mise en cause. On est passé de la fracture démocratique au précipice démocratique, mais si on continue dans cette direction, la paix elle-même sera menacée. Donc nous avons impérativement besoin de nous tourner vers les logiques de collaboration, de solidarité et de créativité, plutôt que vers les logiques de compétition et d'isolement et de confiscation
de la démocratie. Alors, en ce sens-là, je réponds non seulement oui, j'y crois, mais je crois à la nécessité absolue d'organiser de plus en plus une capacité que ces initiatives citoyennes qui sont très importantes sur le terrain, et aussi une capacité de reliance, une capacité de connaissance mutuelle et une capacité, à un moment donné, de réponse face aux logiques mortifères et aux logiques de nuisance que les acteurs qui sont dans des logiques de captation de richesse, de pouvoir ou de sens sont capables de produire comme effet dramatique. Excusez-moi, dans ces capacités de réponse, les monnaies locales, pour y venir justement, sont une de ces formes de réponse qu'on pourrait suggérer aujourd'hui? Oui, tout à fait, mais derrière les monnaies locales, c'est toute la question de la réappropriation citoyenne de la monnaie qui est en cause. Ce qui est intéressant dans les monnaies locales, c'est qu'à travers cette expérimentation, les gens vont être amenés à poser légitimement des questions. Moi, je suis impliqué dans certaines initiatives, par exemple le sol que j'avais proposé dans mon rapport, qui s'est beaucoup développé dans une ville comme Toulouse. Vous avez des gens qui vont dire ce sol qui circule dans Toulouse, qui l'émet, qui le garantit, comment s'opèrent les choix qui vont faire que tel ou tel magasin Biocoop, par exemple, va être ou non dans le circuit. Et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Mais on va dire aux personnes qui, dans ces groupes de débat, s'interrogent sur la monnaie locale, mais vous avez aussi le droit de poser ces mêmes questions à propos de l'euro. Normalement, la monnaie est un bien commun et une institution sociale. Donc, l'enjeu d'une réappropriation citoyenne de la monnaie, les monnaies locales permettent de rentrer pragmatiquement dans cet enjeu-là, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut remonter aussi à l'échelle macro. C'est comme si vous faites du microcrédit en oubliant la critique du macrocrédit. Il y a un moment, c'est encore le trépied du rêve. Il faut que ces expérimentations, aussi passionnantes et créatives soient-elles, soient articulées avec des logiques de résistance et des logiques de vision transformatrice. Et justement, comment faire ce passage d'échelle? Parce qu'on a bien vu qu'il y a des croyances, même au niveau politique, on a l'impression d'être enfermé dans un système aujourd'hui. Comment faire pour casser les logiques qui nous assaillent de toutes parts et qui font qu'on reste dans un marasme économique, social? Il y a des réalités économiques. Je vous donne deux exemples. Le premier élément, c'est la reliance de toutes ces initiatives. Il y a eu une rencontre à Toulouse. Là, dans quelques jours, il y a une rencontre à Lyon où les différents acteurs de ces monnaies locales et sociales vont se rencontrer. Mais il faut aussi un débat démocratique et une imagination qui permettent de voir comment ces mouvements-là sont capables de peser à l'échelle macro. Par exemple, il y a un article très intéressant de Bruno Terret, qui est quelqu'un qui est plutôt reconnu parmi des économistes plus classiques, qui a beaucoup travaillé avec Michel Aglietta sur les crises monétaires. Ils ont fait un gros travail qui a été y compris soutenu par la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, on n'est pas dans l'univers alternatif classique. Bruno Terret fait un article pour dire sur le problème de la crise de l'euro, nous avons besoin d'un fédéralisme monétaire européen. C'est-à-dire, on ne sortira de la crise de l'euro que si on revient à ce qu'était l'idée originelle, à savoir que l'euro était une monnaie commune et non pas une monnaie unique, mais pas pour aller rétablir des monnaies nationales qui auraient les mêmes défauts, et notamment parce qu'elles seraient des monnaies spéculatives, elles se retrouveraient dès le lendemain de leur recréation confrontées au même problème qui serait la spéculation sur les marchés financiers, mais des monnaies qui ont les caractéristiques des monnaies locales, c'est-à-dire, un, elles sont dans l'économie réelle et pas dans l'économie spéculative, et deux, dans une économie qui a une valeur ajoutée, écologique, sociale et territoriale. Quand vous avez un débat de ce type-là, on n'est pas simplement dans de l'expérimentation locale, on est pleinement aussi sur le terrain des réponses stratégiques à la situation européenne.
Oui, il reste quelques minutes. Non, du coup, chaque fois, je me méfie du temps, je ne vais pas regarder, excusez-moi. Tu peux y aller, il reste 5 minutes. Oui, non, mais justement, je voulais revenir sur le rapport gallois. J'ai pas eu le temps de me poser la question tout à l'heure. Il a été publié hier, 22 propositions qui, essayent de replacer de la compétitivité, qui disent qu'il faut reprendre le débat sur les gaz de schiste, autant de propositions qui, parfois, peuvent paraître un petit peu dépassées quand, justement, on a un regard comme celui que vous avez. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de rapport aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut les lire, ces rapports, parce que dès que vous le lisez attentivement, il y a des éléments à titre de citoyen que je trouve tout à fait discutables. Mais il y a d'autres éléments qui ne correspondent pas à la caricature qu'on en fait. Par exemple, la question de la confiance, la question du dialogue social, la question de la répartition des bénéfices, donc de la justice sociale, est un élément clé du rapport qu'on ne voit pas du tout quand on ne retient du rapport que le fameux choc de compétitivité. Parce que dès qu'on entend le mot choc et le mot compétitivité, on se dit, et alors les perdants de la compétitivité, ils font quoi? Ça, c'est la question qui n'est jamais posée quand on est dans l'obsession de la compétitivité. Donc, en fait, on se rend compte, d'ailleurs, Louis Gallois lui-même a commencé, entre guillemets, à rectifier le tir en disant, ce que je propose, c'est plus un choc de confiance. Ah oui, mais si on veut créer de la confiance, on ne commence pas par donner le sentiment que tous les perdants potentiels de la compétitivité vont être les exclus de demain. Donc rétablir un élément de confiance, c'est sortir de cette forme de marxisme inversé que les classes dirigeantes ont mis en œuvre. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que là où la lutte de classe est théorisée et pratiquée, c'est par les puissants et les riches. C'est Warren Buffett qui a eu cette phrase terrible, la lutte de classe existe, il dit même lui, la guerre de classe existe, elle est menée par ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. Bon. Donc on a la part la plus discutable du marxisme, Dieu sait s'il y avait des choses très intéressantes à prendre et à garder chez Marx et qui seraient utiles, notamment dans la critique, mais l'idée d'une lutte de classe accoucheuse d'un sens de l'histoire, qui a eu des effets extrêmement meurtriers, c'est aujourd'hui des classes dirigeantes qui l'ont repris à leur profit. Ils se disent, on est en train de mener une lutte de classe, et c'est dans le sens de l'histoire, et évidemment qu'il y ait de la casse humaine, de la casse sociale, etc., c'est justifié par le sens de l'histoire. Et donc, tout ce qui, du côté des riches et des puissants, participe de cette guerre de classe organisée contre les peuples, contre les citoyens, contre les sociétés, ça fait partie des choses qui sont insoutenables. Dans la transition vers ce que le Forum social mondial de Belém a appelé des sociétés du bien-vivre, il faut prendre une autre direction. Et je voudrais juste vous citer une phrase qui est significative parce que c'est une question qui vient de loin, et c'est une phrase de John Stuart Mill, qui n'est pas exactement un alternatif, et voilà ce que disait Stuart Mill à propos de l'obsession de la compétition. J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on est écrasé, où l'on se marche sur les talons, et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. Et il ajoute, la vie de tout un sexe est employée à courir après les dollars et la vie de l'autre à élever des chasseurs de dollars. Ce n'est pas une perfection sociale dont la réalisation puisse devenir le but des philanthropes. Eh bien, nos économistes qui passent leur temps à révérer les économistes classiques, ils devraient méditer cette phrase de Stuart Mill, qui a une autre phase extrêmement importante sur l'état stationnaire. Le moment où les sociétés arrivent à la fin de la croissance strictement matérielle. Et au lieu de considérer que c'est une mauvaise nouvelle, ils considèrent au contraire que ça peut être une excellente nouvelle à partir du moment où ça permet de développer des potentialités créatives sur la question, dit-il, des arts, de la culture et des potentialités spirituelles. C'est dans ce type de direction
que des sociétés du bien vivre devraient à mon avis, s'engager. Méditer, en effet. J'ai un petit jeu à vous faire jouer dans ce grand jeu, cette grande émission. Ce sont les questions des internautes. Les internautes sont nombreux, ils posent des questions. Nous les recevons ici, je les reçois ici. Donc j'en ai quelques-unes à vous poser. Alors j'ai une question de Maxou d'abord. Pourquoi n'existe-t-il pas d'agences de notation publique? Beaucoup parlé des agences de notation. Ça fait partie des enjeux, et en particulier au niveau européen, qui sont nécessaires. Et il faut bien voir que le poids notamment des 3 agences de notation dont on parle le plus, Standard & Poor's, Moody et Fitch, ont un poids d'autant plus considérable qu'elles sont complètement jugées parties, puisqu'elles sont en grande partie financées par les acteurs qu'elles doivent juger. Lors du film d'Arte sur Goldman Sachs, on voyait comment le produit Abacus, qui était un produit parfaitement toxique, et la banque le savait, puisqu'elle était fondée sur les fameux subprimes, eh bien, Goldman Sachs avait réussi à obtenir que ce produit toxique soit coté AAA. Donc on voit bien qu'il y a un énorme problème du côté des agences de notation, et ça fait partie de la réappropriation citoyenne que d'envisager effectivement des agences de notation publiques, pas publiques au sens où elles seraient partisanes, ce qui serait évidemment absurde et ça serait tombé, etc., mais qui soient à la fois transnationales et disons des missions de service public, et pas simplement sur les critères de sécurité financière. Par exemple, la question de la soutenabilité écologique et de la soutenabilité sociale devrait faire partie des critères de ces agences de notation. Une autre question de Cathy Cat. Pourquoi, selon vous, faut-il toujours que l'on soit taxé de décroissant ou de hippie dès qu'on parle de sobriété? Déjà, ça serait bien que ceux qui parlent de sobriété ne sont pas obligés de se taxer eux-mêmes de décroissant. Parce que il y a une espèce d'auto-enfermement dans les mots eux-mêmes. Quand vous entendez le mot décroissance, il y a 12 lettres dans le mot, il y en a 10 pour croissance. C'est-à-dire, vous êtes d'emblée obsédé par le modèle que vous combattez. Quand vous prenez un terme positif, tel que par exemple des sociétés du bien vivre, ou le terme que j'aime bien de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse, vous êtes d'emblée dans un imaginaire positif, alors que quand vous êtes dans la décroissance, vous êtes auto-enfermé dans de la croissance inversée, alors qu'il y a quantité de situations où la croissance va être légitime, dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre des arts, dans l'ordre des modes de vie, etc. Donc il faut aussi être capable que ces mouvements alternatifs ne s'enferment pas eux-mêmes dans ces logiques-là. Puis après, qu'ils soient, c'est la fameuse phrase de Gandhi, soyons le changement que nous proposons. Il faut qu'ils soient suffisamment, moi j'avais appelé ça les coopérateurs ludiques, c'est-à-dire dans l'expérimentation joyeuse de leurs propres propositions pour que celles-ci donnent envie à d'autres de s'y joindre. Si vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler le militantisme sacrificiel, les passions tristes, ça n'est pas de nature à... Il faut plus encourager le futur désirable. Exactement. La question d'un futur désirable, le désir comme alternative à la sidération, est un enjeu essentiel. Et moi, j'ai une question sur le changement, justement, parce qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites, je vous retrouverai les sources, mais qui montrent que lorsqu'on évoque le changement, les gens s'enlèvent quelque chose. Ils voient le changement comme une diminution, et pas comme un ajout, une opportunité de faire autrement, mais avec justement joie ou quelque chose qui leur apporte quelque chose. Pourquoi c'est si difficile de conceptualiser et d'imaginer un véritable changement aujourd'hui? D'abord, il faut quand même bien voir que ça fait une bonne quarantaine d'années que le mot changement et le mot réforme en général sont à chaque fois monopolisés par des acteurs
qui proposent des formes de régression sociale. Donc il y a un moment où par la force de l'habitude, les gens finissent par avoir une certaine inquiétude à l'égard de ces références-là. Mais surtout, il faut que ce changement puisse permettre à ces potentialités créatrices de s'exprimer. Quand je reprends le livre de Bénédicte Magnier, mais c'était la même chose dans votre livre, c'est la même chose partout où on rassemble au dialogue en humanité, c'est un espace qui est maintenant international. Il y en a en Inde, à Bangalore, il y en a au Brésil, à Salvador de Bahia, il vient de y en avoir en Afrique à Addis Abeba, et tous les ans il y en a sous les arbres du parc de la Tête d'Or à Lyon. Ben, quand on est dans le rassemblement de ces énergies créatives, à ce moment-là, les gens comprennent que ce changement-là, il est positif parce qu'il leur donne du pouvoir d'agir sur leur propre vie. Et ils ne sont pas dans un rapport de dépendance. Je voudrais faire un petit clin d'œil à notre parrain, Joël de Ronet. Il vient de publier une tribune dans laquelle il aborde le principe d'épigénétique appliqué à l'Internet. En gros, c'est la vision d'un cerveau planétaire. Je vous encourage vraiment à aller lire cet article sur le site Agoravox, sur Educavox, sur Les Échos également. Alors, il parle des mastodontes qui tentent de manipuler en quelque sorte l'ADN de l'intérieur de l'Internet de l'intérieur, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Et la conclusion de son article, là je peux être considéré par nos amis geeks comme un troll, puisque je vais directement à la fin. Je voudrais juste vous demander votre avis sur cette conclusion. Une phrase toute simple. À l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'il faut encourager, mais encourager très tôt, encourager à l'école aussi, encadrer? Tout à fait. J'y ajouterais que si on veut le faire, notamment dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, il faut toujours ajouter que si l'une des chances de l'humanité, c'est de devenir un réseau pensant grâce à ces technologies, elle ne peut y réussir que si elle devient elle-même un réseau confiant. C'est toute la question de l'intelligence du cœur par rapport à l'intelligence mentale, de l'intelligence émotionnelle. Et moi, c'est ce que j'appelle aussi la nécessité, à côté des NBIC, de tout ce qui est nouveau, des TNTS. Les TNTS, ce sont les toujours neuves technologies de sagesse. Parce que la seule chose que vous savez avec une nouvelle technologie, c'est que dans 10 ans, elle sera obsolète. Elle sera plus nouvelle. Mais si dans 2000 ans, il y a toujours une humanité, elle pourra continuer à lire Épicure, Socrate, Jésus, Bouddha, vous choisissez en fonction de vos préférences. Elles continueront à les parler parce que ce sont des paroles de vie capables de passer la barrière de la mort. Et vous pouvez d'autant mieux utiliser une nouvelle technologie que vous êtes structuré par ce rapport à l'essentiel. Technologie dans le rapport au temps, par exemple, si vous êtes structuré dans le rapport au temps, un agenda électronique et toutes les technologies de ce type va être un outil extrêmement utile. Si vous n'êtes pas structuré, vous êtes dans le vertige, vous êtes dans le zapping, et à ce moment-là, vous avez des êtres et des groupes qui sont déstructurés. Donc je plaide beaucoup, moi, pour ce partenariat avec les TNTS. J'ai un autre clin d'œil, notamment à nos amis sur Twitter. Il y a Nicolas qui fait une référence à un article du prospectiviste Thierry Gaudin. Le jour où Google décide de créer sa propre monnaie virtuelle, nous aurons l'air fin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais ça prouvera justement que l'enjeu monétaire est sorti du champ clos de ces spécialistes actuels, et à ce moment-là, il faudra construire du conflit, de la résistance qui est du conflit non violent. Le conflit est une alternative à la violence. Et les stratégies de résistance créative, elles visent aussi à éviter que cette réappropriation citoyenne de la monnaie, qui est absolument nécessaire, ne débouche pas sur de nouvelles confiscations par l'univers marchand. Anne-Sophie, alors, on parlait évidemment pour préparer cette émission avec Anne-Sophie. Anne-Sophie m'a raconté son week-end. Oui, je parlais de C'est un très très bon week-end, et j'aimerais que tu nous en parles quelques minutes.
Que tu nous parles un petit peu de ton week-end. Et je suis partie me ressourcer. J'ai profité de 3 jours de break pour aller dans les pays Qatar, sud-est de la France, en Ariège, dans les Pyrénées. Et je suis allée dans une grotte, la grotte de Nio, qui est une des seules grottes en France où on peut encore voir des peintures pariétales qui datent de 17 000 ans. Donc on fait un cheminement de 800 mètres à 1 kilomètre sous terre dans un petit groupe de 20 personnes. Et c'est très émouvant de se retrouver face à ces peintures, d'imaginer que des hommes qui sont vraiment nos ancêtres sont allés aussi loin dans l'ombre avec une torche, peindre tout ça. Quand je suis remontée, ça m'a fait vraiment bizarre, en me disant aujourd'hui on est aussi dans une société, on est ultra connecté, souvent hors sol, où les journalistes politiques vont commenter des tweets, où les jeunes grandissent avec cette technologie-là. Ça me fait poser plein de questions justement sur le futur de la civilisation, sur notre rapport à la spiritualité. Il faut être bien construit, vous venez de le dire, pour pouvoir considérer ça comme des outils et pour franchir les barrières du temps et intégrer le message des anciens et des philosophes. Mais est-ce qu'on ne peut pas être un peu inquiet parfois lorsqu'on voit les préoccupations quotidiennes forcées par l'hyperconsommation, avoir une société où il y a plein de déchus, de déchets. Voilà, qu'est-ce que ça... Voilà, vous restez optimiste malgré tout? Vous savez, il y a une phrase de Gramsci que j'aime bien où il dit « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Donc il faut pouvoir être parfaitement lucide sur les risques, et ceux que vous évoquez en constituent un parmi d'autres, mais en même temps, on ne peut être dans l'énergie créative que si on pense que des futurs souhaitables et désirables peuvent aussi advenir. Et l'exemple que vous prenez est très intéressant parce qu'il montre bien que, par exemple, dans des transitions vers des sociétés du bien vivre, pour reprendre ce thème fort du Forum social mondial de Belém, on a besoin de cette alliance entre le meilleur de la modernité et le meilleur de la tradition. On n'est pas condamné à choisir. Dans la modernité, vous avez le meilleur qui est la liberté, l'individuation, le droit des êtres humains, et le droit des femmes est un curseur fondamental, tout ce qui est de l'ordre de l'émancipation. Mais il y a aussi un pire. Le pire, c'est la chosification, la marchandisation intégrale. Dans les sociétés de tradition, il y a un meilleur, c'est la reliance à la nature, la reliance au lien social, la reliance aux questions spirituelles, mais il y a un pire qui est cette reliance peut aussi prendre des formes de dépendance. Le lien social tourne au contrôle social, le sens tourne au repli identitaire, et donc réussir ce dialogue de civilisation qui associe le meilleur de l'émancipation avec le meilleur de la reliance, ça c'est quelque chose qui est à la fois un enjeu planétaire, mais aussi un enjeu dans nos quartiers. J'habite Nanterre, je peux vous dire, dans une ville comme Nanterre, l'enjeu du dialogue de civilisation, il se joue aussi sur ce terrain-là. À chaque fois qu'on est dans cette approche, on fait cet aller-retour que vous évoquez et qui permet d'être à la fois dans l'histoire longue et en même temps dans un présent qui n'est pas enfermé sur sa fascination pour ces nouveaux objets. Il faut rappeler cette évidence qui est que ce sont des outils. Bon, des outils, ça sert à quoi? La question du pourquoi reste une question essentielle. L'un des problèmes que l'on a aujourd'hui avec les technologies, notamment celle de l'information, mais ça sera encore plus net avec toutes les technologies liées à la révolution du vivant, et Joël de René a beaucoup écrit aussi sur cette question, c'est que si vous transformez ces outils, vous en faites des finalités, et bien vous tombez exactement sur le même problème que celui qu'on a eu sur la monnaie. Aristote disait déjà, quand l'économie oublie que la monnaie est un simple outil et qu'elle devient une fin, ça n'est plus, disait-il, de l'économie, c'est de la crématistique, et la cité est en danger. Ben, ce qui est vrai de la monnaie l'est vrai aussi des technologies. Nous allons passer au Tweet Point avec la communauté Nowtex. Le Tweet Point, c'est juste un petit retour sur le hashtag, donc ce qui s'est passé sur Twitter pendant cette petite heure passée ensemble. L'émission touche bientôt à sa fin. On sent vraiment qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps, parce qu'on aurait pu aborder beaucoup d'autres thèmes. Ce n'est que le début d'une longue discussion. Et je vous propose le petit jingle, et nous passerons à Gaïané, qui viendra, pour nos textes, revenir avec nous sur Twitter.
Bonsoir Gaïané. Bonsoir. Alors, est-ce que ça a tweeté, est-ce que ça a dialogué, est-ce que ça a échangé? Quel retour peux-tu nous faire sur cette petite heure? Effectivement, on a pas mal tweeté, échangé, rebondi sur les propos de Patrick Vivray, les questionnements que ça provoquait. On a interagi à propos d'indicateurs, de sens, de monnaie globale, de mise à l'échelle, puisque finalement l'émission naviguait beaucoup entre le passage de l'hyperlocal au local, au global, etc. Et en fait, il ressort aussi une question à propos des communautés. Anne-Sophie, tu mentionnais tout à l'heure l'économie collaborative et les communautés qui émergent autour de ça. Et on se demandait un petit peu aussi si on pouvait mesurer la production de richesse de ce type de communauté, s'il y avait des indicateurs, et qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça? D'abord, il faut sortir de l'obsession de la mesure. Plus nos sociétés sont dans la démesure, et plus elles sont obsédées par la mesure. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de mesure, de comptabilité, donc c'est pas pour fuir cette question. Mais il faut savoir que la quantification est un outil au service de la qualification, et pas l'inverse. Et que plus nous allons vers l'essentiel, et plus nous sommes dans l'inquantifiable, et même dans l'indicible. C'est pas par hasard si la poésie est le seul langage qui s'approche de l'amour, par exemple. Donc, les outils de mesure, pourquoi pas, quand ils sont pertinents, quand ils nous permettent d'avoir des informations, par exemple des informations sur des seuils d'insoutenabilité. Si vous avez une entreprise dont la souffrance au travail est telle que ça va déclencher des taux de suicide dramatiques, vous avez besoin de cette information. Si vous avez une organisation quelconque qui détruit les écosystèmes autour d'elle, vous avez besoin de cette information, y compris de cette information quantitative. Mais cette information quantitative, elle est toujours au service du processus démocratique lui-même, qui est un processus de qualification. On parlait d'évaluation des politiques publiques tout à l'heure. L'évaluation, ça veut dire délibérer sur la valeur. Et qu'est-ce que veut dire le mot valeur? La valeur, c'est la force de vie. Qu'est-ce qui fait force de vie? Et la destruction de valeur, c'est à chaque fois qu'il y a de la force de vie naturelle ou humaine qui est détruite. Quand j'ai besoin d'éléments quantitatifs pour m'alerter, par exemple, sur la destruction de valeur, c'est très important, mais il ne faut pas que je me prenne à mon propre piège, qui est de confondre l'évaluation avec la simple mesure, qui n'est qu'un outil au service de cette délibération sur ce qui fait valeur, ce qui fait force de vie. Durant une heure, nous avons décidément pris du recul, notamment sur les mots, vous nous avez montré notamment l'importance de la contextualisation, de la remise en perspective, valeur, pouvoir, bénéfice, richesse. Il faut prendre du recul sur tous ces mots-clés et bien savoir avant de les galvauder, sans doute, avant d'en faire n'importe quoi. Tout à fait. Vous savez, quand je faisais la mission sur la richesse, j'ai commencé à travailler sur une autre approche des chiffres, mais plus j'avançais et plus je me rendais compte que le blocage, l'un des blocages culturels, on parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, il vient du fait que nous nous enfermons nous-mêmes, nous nous laissons enfermer dans des mots dont le sens réducteur nous est imposé. Hein, le mot valeur, qui veut dire force de vie, quand on finit par vous dire le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour les actionnaires, moi j'appelle ça un coup de force sémantique. Vous voyez, il n'y a pas d'autre nom. Bon, cette émission est terminée. Effectivement, nous aurions pu vraiment faire plusieurs heures. Déjà, nous dépassons sur l'horaire qui nous est imparti. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à suivre le 22 novembre une émission spéciale ici au Cube. Ce sera en direct sur le site lecube.com. Ce sera en public également ici à Issy-les-Moulineaux. Cette émission est très spéciale puisqu'elle sera là pour le lancement du 3e numéro de la revue du Cube, une revue augmentée. Et le thème, après l'utopie et l'empathie, sera la confiance. Et il y aura Aurélien Bélanger, Michel Autier et Étienne Krieger avec Nils Osmanov que vous retrouverez donc le 22 novembre. Les rendez-vous du futur reviennent très bientôt, très vite. Plein de surprises en 2013. On vous mitonne tout ça et on vous en dit plus.
Tenez-vous au courant, évidemment, sur Facebook, Twitter et sur le site rendez-vous-du-futur.com. Merci à vous, Patrick Vivray, d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et merci donc encore une fois à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Le Cube, un air de chat, JD Carré, Triple C. Triple C, rien à voir avec la note, bien sûr. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci à nos partenaires médias, Sun Sun Sun, Nowtex, Ecolo Info, Arte Créative. À bientôt.